Bonjour, bienvenue dans Rugby Magazine. Toute l'équipe de Rugby Magazine est ravie de vous accueillir à Castres. Alors vous l'avez compris, on va bien évidemment vous parler du Castres Olympique. Comment ce club a-t-il réussi à se pérenniser dans le top 14? Comment surtout, 4 ans après la mort de son mécène historique Pierre Fabre, eh bien vous allez voir comment il œuvre encore dans l'ombre. On va en parler dans un instant, mais d'abord le sommaire. Perpignan cartonne en ce début de saison, alors objectif top 14. Patrick Arletaz, l'entraîneur de l'USAP, est notre invité. Jour de match à Blagnac-les-Fillons, la pression, c'est l'épisode 2 de notre feuilleton. Il est décédé il y a 4 ans, mais à Castres, on parle toujours de lui au présent. Il faut dire que Pierre Fabre a laissé un gros héritage. Regardez. Ne l'appelez plus Pierre-Antoine. Castres a désormais son stade Pierre Fabre. Plus qu'un changement de nom, le symbole d'un héritage. Comment 4 ans après sa mort, Pierre Fabre porte-t-il encore la destinée du Castres Olympique? Combien le célèbre homme d'affaires a-t-il légué à son club? Vous allez découvrir que Pierre Fabre n'a rien laissé au hasard. Tant qu'il y aura des gens pour porter effectivement cet héritage, tant aussi que l'entreprise pourra assumer cette responsabilité et cet engagement. Alors le plus longtemps possible, je l'espère. Éternel, franchement, ce serait présomptueux. Présomptueux? En fait, on n'est pas si loin de la vérité. C'est bien à Pierre-Yves Revol que Pierre Fabre a confié cet héritage à travers la fondation du groupe. Elle gère le mécénat et reverse chaque année un pourcentage au club, environ 4% des dividendes du groupe. Un soutien important, un soutien sans lequel probablement le CO ne serait pas en top 14, mais un soutien qui restera pas, qui ne deviendra pas démesuré et qui n'augmentera pas dans les années à venir. Le soutien du groupe Pierre Fabre ne s'arrête pas là. C'est lui, par exemple, qui prend entièrement en charge les réparations du stade. Et puis il y a l'âme, l'état d'esprit de ce discret mécène qui perdure encore sur le terrain. Et je fais en sorte que les joueurs, quand ils viennent chez nous, on est évidemment à Castres, on défend un Castres, mais on défend aussi l'idée d'une entreprise, quoi. Et pour moi, ça, c'est essentiel, parce que c'est grâce à elle qu'on est où on en est aujourd'hui, le rugby à Castres. Et la moindre des choses qu'on doit faire, nous, joueurs et entraîneurs et staff, c'est de faire en sorte de donner le maximum et faire en sorte que ça marche, quoi. Faire en sorte que Castres se fasse une place au milieu des gros, c'est bien ça que défendait Pierre Fabre. Avec Toulouse et Clermont, le CO est le seul club à n'avoir jamais quitté le top 14. Si le Castres Olympique effectue un bon début de saison en top 14 en Pro D2, c'est l'USAP qui occupe le haut du classement. Perpignan qui, l'an passé, à la même période, se débattait dans les profondeurs du classement. Alors qu'est-ce qui explique une telle métamorphose? Eh bien, je vous propose d'écouter Patrick Arletaz, l'entraîneur de Perpignan. Il est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être l'invité de Rugby Magazine. On a un petit jeu dans Rugby Magazine, tu vas voir, c'est des questions aléatoires, du coup il y a un peu de tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir à l'USAP? Il y a une grande dimension ici qu'on ne peut pas occulter, c'est la dimension de la ferveur populaire, de la passion, de l'ancrage du club dans la ville, au sein des supporters. Et puis comme elle s'est construite, c'est un club d'hommes et j'ai envie qu'on s'insère là-dedans. Alors avec une idée de rugby dedans aussi, une idée de rugby, de spectacle, de performance, etc. Mais en tout cas avoir un visage qui ressemble simplement au territoire et aux gens qui sont ici. Maths ou philo? C'est rigolo ça. Donc j'aime bien les maths et puis j'aime bien la philosophie des maths, pas le côté froid de la chose, mais le côté réfléchir à résoudre des problèmes. C'est un peu ce qu'on fait quand on est entraîneur. Et puis la philo, c'est aussi une part pour mêler les hommes. Et il y a ces deux côtés du rugby, le côté un peu froid de résoudre les problèmes qui sont sur le terrain, mais en même temps avoir ce dépassement de soi et cette motivation qui fait qu'on donne tout et qu'on arrive à rencontrer le succès. Combien de cigarettes fumes-tu dans un match? Ça dépend, mais voilà, bon, je les vis les matchs, donc effectivement, voilà, j'ai pas l'impression, j'ai toujours pas fait mon deuil de joueur, moi, donc voilà, donc c'est très compliqué les matchs, c'est un peu de la souffrance de ne pas être au milieu en train de batailler avec les joueurs. Et donc cette souffrance-là, de temps en temps, il ne faut pas. Voilà, mais
Allez, Je me suis fait gronder par ma mère, donc voilà. Donc il est temps de redescendre. Allez, Ah, vous avez donné combien aux chaînes pour être télévisées? C'est parce qu'on passe souvent à la télé, c'est ça? de fou. Et ouais, mais rien. En l'occurrence, rien, mais on ne s'en plaint pas. C'est un bon signe. La première des choses, je pense que c'est parce que le club intéresse. Le club n'est pas transparent. On parle de Perpignan quand il ne va pas bien, on parle de Perpignan quand il va très bien, on parle de Perpignan quand il est moyen. Le top 14, tu en rêves en te rasant. Et bizarrement... Mais tu te rases pas, donc ça Ouais, déjà, je me rase pas. Mais non, bizarrement, pas trop. Voilà, sincèrement, même pas du tout, pour tout dire. Il y aurait quand même une forme de revanche. Quelque part, ouais, tu es descendu avec ce club, tu as envie de remonter. J'ai envie de remonter, mais ça ne participe pas à l'esprit de revanche. Parce que, sincèrement, honnêtement, je le dis, sincèrement, je ne suis pas revenu en termes de revanche. Voilà, c'était une autre époque avec d'autres prérogatives, d'autres responsabilités, autre chose, etc. Bien sûr que j'ai envie qu'on remonte, ça c'est sûr. Sur certains, j'ai envie qu'on remonte. Mais ce n'est pas une obsession. Ce qui m'intéresse le plus, c'est... Comme il disait, c'est le chemin qui m'intéresse le plus. Merci Patrick. Merci Hélène. Bonne continuation. Merci beaucoup. Attention à la cigarette. Ouais, je vais faire attention. Passer des heures à l'entraînement, répéter sans cesse les mêmes gestes techniques pour les reproduire à la perfection les jours de match. Vous l'avez compris, il est l'heure de notre petite rubrique, le geste technique. Aujourd'hui, on va vous parler du drop. Regardez. Bonjour, je m'appelle Clément, je joue à Gruissan et je viens me poser des questions à Pierre-Alexandre Dut sur le drop. Allez, venez, on y va. Salut, tu vas bien? On fait le drop aujourd'hui? Allez, c'est parti. En fait, avant de vouloir faire un drop avec le ballon tombé, c'est super important de savoir le nombre de pas que tu vas faire. Si tu fais trop de pas, tu risques d'avancer et que le ballon il parte dans tous les sens. Donc au départ, on travaille juste les 2 pas comme ça. Juste 2, on fait 1, 2 et on tape. Comme ça. Voilà, super, impeccable. Et maintenant, on va essayer de faire pareil mais avec le ballon dans les mains. Et une fois que tu as le ballon, tu fais tes 2 pas. 1, 2. Et je ne les fais pas comme ça quand je joue avec mon père. Ah ouais? Tu fais comment alors? Dis-moi, explique-moi. Moi je joue, je fais comme ça. Bah écoute, et ça marche aussi hein. Pourquoi c'est généralement les 10 qui tapent les drops et pas d'autres postes? C'est souvent les 10 qui jouent au pied, même sur les jeux au pied de déplacement pour sortir du camp. Et donc du coup, c'est aussi naturel que ce soit eux qui décident de taper les drops. Je pense qu'il y a des piliers qui en sont capables, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas taper les drops. Moi, je pense qu'on peut essayer, ouais. Ouais. Ben, ça fait bizarre parce que ça ne nous arrive pas souvent. Mais bon, un petit plaisir de temps en temps, on peut se l'accorder, quoi. On quitte Castres direction Blagnac, l'épisode 2 de notre feuilleton. Nous passons, vous le savez, une saison au cœur du Blagnac rugby féminin, aux côtés de ces filles d'exception. Aujourd'hui, c'est jour de match. Sophie Pointer, Jean-Pierre Duns nous le font vivre de l'intérieur. À quelques heures du match, moment de détente pour les joueuses, et c'est toujours les mêmes petites habitudes. Ouais, un petit rituel de chacune qui a sa tresseuse personnelle. Moi, c'est Flavie cette année. Donc voilà, ouais, c'est son petit rituel, c'est son petit moment. Voilà, pour bien se rentrer dans le match et se préparer. Pour cette première rencontre à domicile, l'équipe est enfin au complet. Toutes les internationales ont rejoint le groupe. Marjorie Mayence, Audrey Forlani, Carla Nessen, des joueuses d'expérience pour encadrer celles qui découvrent cette saison le top 8. Et à la manœuvre, Audrey Abadi, la demi d'ouverture et capitaine de Blagnac. C'est elle qui vient mettre du lien dans cette équipe. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne le jeu à notre compte, ok? On est à la maison, on n'a pas le droit de perdre, mais en se faisant plaisir, ok? On sort des vestiaires, libérés, prêt à envoyer du game, ok? Allez.
Sur un terrain détrempé, l'affrontement face à Rennes s'annonce musclé. En face, les joueuses de Blagnac retrouvent une vieille connaissance de l'équipe de France, la rugueuse numéro 8, Lénaïde Corson. Et ce sont les Bretonnes qui vont d'emblée contrarier le jeu de Blagnac. Leur défense empêche tout franchissement. Les Blagnacaises peinent à mettre de la vitesse, s'impatientent et perdent un peu trop de ballons. Une première période frustrante pour les favorites. Alors dans le vestiaire, les joueuses vont prendre les choses en main. Dès qu'on va au contre-ruck, elles sont 5 dans le ruck, après ça tout passe en derrière. Donc juste la plaqueuse, jamais les mains, mais par contre au contre-ruck, 1, 2 et on a tout bordel. On va les avoir, mettez-vous ça dans le crâne. Hein. On va y aller, on va le gagner ce putain de match. Hein. Mais ce sont les Rennaises qui vont ouvrir le score à la faveur d'un essai de pénalité. Piqué au vif et poussé par leur public Blagnac, réplique avec l'essai de Manon Bigot le long de la ligne de touche. Là, on va pouvoir jouer. Le suspense est total et c'est finalement Audrey Abadi qui délivre son équipe avec un drop miraculeux dans les toutes dernières secondes. Une victoire sur le fil d'un petit point. C'est le coup de pied final de la gagne pour ménager le suspense. Oui, ouais, alors celui-là il était inespéré. Je dis bonjour. Connasse. Et les filles, soyez contentes, hein, on a gagné. Et place maintenant à l'autre tradition du groupe, la soirée d'après-match et son fameux dress code. Et c'est la très tendance claquettes-chaussettes qui ouvre la saison. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Il est temps pour moi de vous laisser avec les insolites du net. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, à samedi. Qu'est-ce qui est bleu et qui sent la peinture rouge? Je trouve. Ah, rigolez, merci. Merci. Gégé, rappelle-toi ce que j'ai fait de tes cannes. Rappelle-toi-en quand même.